Entre tabous et idées reçues, le cancer colorectal et son impact sur le quotidien est méconnu. Pour faire le point, je reçois le docteur Cessot. Il est oncologue médical à la clinique Hartmann-Ambroise Paré à Neuilly. Bonjour docteur Cessot. Bonjour Céline. En quoi le cancer colorectal et ses traitements peuvent-ils impacter la vie au quotidien? Alors, il y a plusieurs traitements dans les cancers colorectaux, puisque maintenant on démembre toute cette famille de cancers pour mieux les traiter. On compte dans notre panoplie de traitements la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et maintenant l'immunothérapie. Les principaux effets indésirables de la chirurgie sont liés aux techniques chirurgicales. Pour le cancer du côlon, on observe la phase aiguë, qui est la phase post-opératoire, où on peut avoir des troubles du transit, soit une diarrhée, soit une difficulté à la reprise du transit. Mais ça rentre dans l'ordre en quelques mois. La principale difficulté qui est souvent ressentie par les patients, c'est lorsqu'on met en place ce qu'on appelle une colostomie. Colo vient du côlon, stomie veut dire la bouche. Donc c'est l'abouchement d'une partie du côlon à la peau pour éviter, en particulier, de contaminer la cicatrice du chirurgien pour que ça cicatrise de façon favorable. Dans l'immense majorité des cas, on fait ensuite un rétablissement de continuité, c'est-à-dire qu'on rabouche le côlon qui a été opéré pour ne plus avoir cette colostomie. Mais le temps de la colostomie peut être un temps un petit peu difficile parce qu'il faut gérer l'exonération des selles à travers la peau avec une poche qui nécessite une certaine adaptation. Pour les autres traitements, il y a les effets indésirables de la chimiothérapie qui peuvent être ceux qu'on connaît, qui sont classiques, à savoir les nausées, les vomissements, mais qui sont maintenant très bien pris en charge par les nouveaux médicaments qui nous permettent de lutter contre les nausées. Et puis des effets indésirables spécifiques qui peuvent être des picotements dans les bouts des doigts ou des pieds au contact du froid, qui n'ont pas de gravité médicale, mais qui constituent une gêne qu'on dit cumulative, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des cycles de traitement, ceci se majore. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de gérer en consultation. Il faut savoir, à un moment donné, arrêter le médicament qui peut donner ça. Beaucoup de traitements dans les cancers colorectaux ne font pas tomber les cheveux, ou très peu. Je dis toujours aux patients qu'il peut y avoir une raréfaction des cheveux pour pas qu'ils ne soient surpris, parce qu'on peut perdre un petit peu de densité, mais il y a beaucoup de traitements qui ne font plus perdre les cheveux. Pour la radiothérapie, c'est un traitement qui est spécifique au cancer du rectum. On ne fait pas de radiothérapie ou quasiment jamais de radiothérapie dans les cancers du côlon. Donc la radiothérapie concerne les cancers du bas rectum et du moyen rectum. Et les effets sont essentiellement ceux qui sont observés pendant le traitement, c'est-à-dire une accélération du transit, éventuellement une inflammation de la peau qu'on appelle radiodermite, qui est un effet indésirable transitoire, et puis des douleurs éventuellement, mais qui cessent assez rapidement après la fin des traitements. Est-ce que la stomie, elle est un passage obligatoire quand on a un cancer du côlon, du rectum? Alors, la stomie n'est pas obligatoire. La stomie est beaucoup plus fréquente dans les cancers du rectum parce que la suture qui est faite par le chirurgien est plus difficile et elle nécessite souvent d'être protégée. C'est pour ça que le chirurgien souvent écrit dans son compte-rendu proctectomie protégée par une colostomie. Dans ces cas-là, elle est transitoire et on se coordonne, nous, en tant qu'équipe, pour trouver un moment pour faire le rétablissement de la continuité. C'est environ presque la moitié des patients dans les cancers du rectum opérés qui ont une colostomie de protection. Dans certains cas, malheureusement, on ne peut pas faire le rétablissement de la continuité pour des raisons techniques ou qui sont liées à la maladie. À ce moment-là, on a une colostomie qui est définitive. Dans les cancers du côlon, la colostomie est beaucoup moins fréquente. On est à environ moins de 5% de nécessité de protéger la suture du chirurgien par une colostomie. D'accord. Et donc concrètement, la stomie, c'est le côlon qui est raccordé à la peau, quelque part au niveau du ventre, et puis il y a une poche qu'on porte sous ses vêtements. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que l'exonération des selles, au lieu de se faire par les voies naturelles, par l'anus et le rectum, se fait au niveau de la paroi abdominale, à travers un orifice. Et donc, on va expliquer au patient qu'il va falloir coller sur la peau autour de cet orifice une poche de stomie pour recueillir les selles et il va falloir qu'il vide sa poche au fur et à mesure de l'exonération des selles. Donc évidemment, il va falloir faire connaissance avec ce processus, éventuellement se faire aider par ce qu'on appelle une stomathérapeute, c'est-à-dire une infirmière qui a fait un diplôme spécialisé dans la gestion des stomies
Parce qu'il peut y avoir parfois des problèmes de cicatrisation, parfois des problèmes du choix du matériel, parce que chacun est différent, chaque colostomie est différente, et donc on peut avoir besoin d'un matériel d'un type spécial pour un patient ou d'un autre. Et donc ça requiert une compétence professionnelle spécialisée, et généralement c'est un équilibre à trouver. Et la consultation avec l'estomathérapeute est généralement ponctuelle, 1, 2, 3 fois, éventuellement avec un système de téléassistance. Et ensuite, le patient est autonome. Et on trouve un équilibre et on avance. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à connaître quand on porte une stomie? Et généralement, combien de temps ça dure? Il n'y a pas réellement de précautions particulières à connaître, si ce n'est les signes si jamais il y a des zones qui deviennent noires, à ce moment-là, il faut quand même prévenir son chirurgien, puisqu'il peut y avoir des petits endroits qui peuvent nécroser. Donc ça, c'est important quand même de l'identifier. Et puis après, c'est simplement de savoir que le transit peut varier. Au début, ça peut être un petit peu chaotique. Donc il faut être prêt pour pouvoir prendre ses dispositions, vider la poche quand il le faut, pour ne pas se retrouver dans une difficulté sociale ou quand on est hors de chez soi et que ce soit pas difficile, parce que ça peut être des moments difficiles à vivre si on se retrouve en difficulté avec ça. Y a-t-il une nutrition adaptée? La nutrition adaptée, elle est surtout celle qui va permettre d'avoir un transit normal. C'est-à-dire qu'il faut ne pas être trop constipé ou avoir trop la diarrhée. Et donc, nous, nos conseils, ils portent surtout là-dessus. C'est-à-dire d'avoir un régime qui permette d'avoir un transit normal pour ne pas être dans la difficulté de l'une ou de l'autre de ces situations. Et concernant la vie intime, si le patient ou la patiente souhaite la préserver, quelles sont vos recommandations? Alors c'est essentiel de préserver la vie intime tant qu'on peut le faire. Donc évidemment qu'il n'y a pas de prescription médicale qui dise qu'il faille arrêter d'avoir une vie intime. C'est sûr que c'est des moments qui sont probablement pas évidents, mais c'est très important. Donc on peut choisir dans les moments intimes de garder la poche parce que ça évite un contact de la personne. Et puis on peut aussi choisir de retirer la poche si on estime que c'est quelque chose qui va être un obstacle à la rencontre entre les deux personnes. C'est un choix, je dirais, qui relève de l'intimité, mais il n'y a pas de contre-indication à retirer la poche pendant une demi-heure, 1 heure. C'est pas grave. Et puis après tout, les selles, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui est malodorant et qui a une image difficile, ça reste nous, ça reste quelque chose qui sort de nous, donc c'est quand même naturel et il ne faut pas l'oublier. Est-ce que vous pouvez nous décrire le quotidien des patientes et patients atteints de cancer colorectal? Alors le quotidien, il est très variable, ça dépend un petit peu d'où on vient, de la maladie qu'on a. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des cancers, et en particulier pour les cancers du rectum, qui nécessitent une coordination très huilée entre les différents professionnels, oncologues médicaux, chirurgiens, radiothérapeutes. Donc, pendant la phase de traitement, il est certain que les gens sont relativement occupés par nos rendez-vous, nos traitements. Il n'y a pas de recommandation particulière sur ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut absolument faire. Nous, on nous pose beaucoup la question, et en particulier en période de pandémie, de savoir si les traitements qu'on donne sont pourvoyeurs d'immunodépression et s'il y a des précautions particulières à prendre. La réponse est non, parce que les infections qu'on craint, par exemple, quand on fait une chimiothérapie, sont des infections qui sont le fait de bactéries qu'on dit endogènes, c'est-à-dire celles que l'on héberge nous. On héberge des milliards de bactéries. Et les infections qui sont critiques quand on fait une chimiothérapie sont le fait de ces bactéries-là, parce qu'on peut avoir des globules blancs bas à cause de la chimiothérapie. Mais on ne craint pas particulièrement les infections qui sont transmises par autrui. Au début, on ne connaissait pas, par exemple, pour le Covid, l'incidence d'une transmission du Covid. Maintenant, c'est très bien connu, beaucoup de gens sont vaccinés. Et en dehors du désagrément d'avoir, en plus des autres traitements, une infection comme une grippe ou une infection à Covid, il n'y a pas de danger médical surajouté. Donc, il n'y a pas de précaution particulière à prendre. Notre souhait à nous, en tant que médecins, c'est au contraire que les gens aient la vie la plus normale possible, moyennant les rendez-vous qu'ils ont avec nous. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand on a une chimiothérapie ou une radiothérapie, on peut tout à fait, si on a le souhait, continuer à travailler, soit à temps partiel, soit à temps plein. On recommande quand même anticiper une certaine souplesse pour que les patients puissent dire à leur équipe ou à leurs collaborateurs ou à leur employeur: cet après-midi, je ne serai pas là parce que je suis fatigué et je n'ai pas besoin de le justifier. Et quand ça fonctionne comme ça, c'est intelligent, parce que ça veut dire que tout le monde s'y retrouve. Le patient continue ou la patiente continue une activité professionnelle qui pour elle importante,
qui lui permet de penser à autre chose, de continuer à avoir une activité sociale et professionnelle. L'employeur gagne aussi, ou l'entreprise, et il faut simplement qu'il y ait de la souplesse. On fait un arrêt de travail complet quand c'est le souhait du patient ou quand ça se passe mal. Il y a encore des entreprises où c'est très mal vu d'avoir un cancer, ou même c'est excluant. Donc on a régulièrement des patients qui nous disent « si je perds mes cheveux, je perds mon emploi », ce qui est inadmissible, mais ça arrive. Et donc dans ces cas-là, on fait un arrêt de travail complet, ou alors si on peut, le patient ne perd pas ses cheveux, il continue à travailler de manière totalement confidentielle par rapport à sa maladie. Pourriez-vous nous parler de la recherche dans le cas des cancers colorectaux et notamment de l'immunothérapie? Bien sûr, l'immunothérapie fait partie des traitements qui sont très prometteurs dans notamment un sous-type de cancer du rectum, qui sont les cancers du rectum qu'on appelle, nous, dans notre vocabulaire, MSI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces cancers-là du rectum ont une susceptibilité très importante à nos traitements d'immunothérapie. L'immunothérapie, comment ça marche? C'est assez simple. Ça fait très très longtemps qu'on sait que l'organisme qui a le cancer est capable de lutter contre la maladie, mais jusqu'à pas très longtemps, on ne comprenait pas pourquoi il ne le faisait pas. Les forces immunitaires sont présentes, mais inactives. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que dans un certain nombre de cas, les cellules cancéreuses exercent un mécanisme de corruption vis-à-vis des cellules de l'immunité qui sont rendues inopérantes et inactives. Et dans certains cas, le fait de réactiver cette capacité est associé à une très forte réponse à l'immunothérapie. Par exemple, dans les cancers du rectum, l'immunothérapie aujourd'hui est un traitement extrêmement prometteur dans certains cas, ce fameux cas MSI, qui va remplacer l'association qui comprend chimiothérapie, radiochimiothérapie et peut-être un jour la chirurgie. Docteur Cessot, vous êtes oncologue médical, vous pratiquez depuis de nombreuses années. Est-ce que vous auriez une anecdote particulière à nous partager à propos d'un patient ou d'une rencontre? Alors oui, je peux vous raconter en lien avec l'immunothérapie, cette rencontre avec un patient qui a une soixantaine d'années, que je rencontre pour un adénocarcinome du très bas rectum, qui est un monsieur très intelligent, très au fait de ce qui se fait dans la médecine, et qui, en première analyse, avait dans sa tumeur la suspicion que sa tumeur puisse faire partie de cette fameuse famille MSI. Dans ces cas-là, on a besoin d'une analyse complémentaire qu'on fait en biologie moléculaire qui met environ 15 jours, 3 semaines. Et donc, on s'est retrouvé avec lui dans cette situation où je lui ai dit « Monsieur, il faut faire des analyses complémentaires parce que si il est confirmé que votre tumeur est très sensible à l'immunothérapie, on attend beaucoup de ce traitement et ça vous permettrait d'éviter la chimiothérapie, la radiochimiothérapie. » Et là, on est dans une situation qui est un petit peu difficile parce que quand on a un diagnostic de cancer, on a envie de passer à l'action. Surtout si on est dans cette disposition mentale d'être acteur, pro-acteur et de dire « voilà, maintenant je le sais, c'est difficile, mais je veux agir maintenant tout de suite ». Et ce temps a été difficile parce que j'ai dû lui dire « attendez, on fait l'analyse et on avance à partir de là ». Et il s'est trouvé que l'analyse, effectivement, a porté ses fruits puisqu'il était dans ce fameux cas MSI. Et donc, aujourd'hui, l'immunothérapie, dans cette situation-là, n'est pas disponible dans le soin courant, c'est-à-dire que ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie dans le soin courant, mais il y a des protocoles de recherche. Donc, je l'ai confié à un confrère qui l'a reçu très rapidement, qui a mis en place ce traitement. Il a eu 2 perfusions d'immunothérapie à raison d'une perfusion toutes les 3 semaines, sans aucun effet indésirable. On l'a ensuite opéré. Il n'y avait plus aucune cellule tumorale viable sur la pièce du chirurgien. Et donc, il a vraiment beaucoup gagné avec ce traitement. Merci pour cette très belle histoire. Merci beaucoup, avec plaisir.